On dit que les Lyonnais payent mal leurs impôts et que certains vont mettre leur argent en Suisse. Est-ce que c'est vrai? Les méchantes langues le disent, mais ça doit être assez vrai. De toute façon, bon, Genève, il y a, je sais pas, 75% des avoirs financiers, bancaires genevois qui sont étrangers. Donc il y a bien sûrement quelques Lyonnais dans le lot. Hein. Et ensuite, c'est réinvesti à Lyon. Réinvestis, je sais pas. Les Genevois n'ont jamais beaucoup investi, ni à Lyon, ni en région Rhône-Alpes. Il semble que ça soit un peu plus, enfin, un peu moins marqué ces dernières années, mais c'est le secret bancaire. Ça, jamais un banquier dira officiellement oui, non, peut-être. Oui, oui, il y a toujours les comptes à numéros. Ça Oui, existe toujours. oui, oui. Et la levée du secret bancaire, ça ne se fait pas encore. Ben, ça se fait pour de grandes raisons, disons de politique internationale, style Ferdinand Marcos ou autre, mais les Genevois, comme les Suisses d'ailleurs, sont très réticents à ce sujet-là. Mais alors, Genève, c'est mieux que Lyon, mais c'est moins bien que Zurich. Ça dépend sur quel plan on se place. Sur le plan qualité de vie, Genève est sûrement bien mieux que Zurich. Sur le plan potentiel économique, il est évident que le grand pôle bancaire et financier en particulier de Suisse, c'est Zurich. Hein. Ils ont 60% des activités bancaires, là où Genève doit en avoir 36. Et pour les Lyonnais, Genève, c'est la banque. Qu'est-ce que c'est encore? Je crois que c'est un endroit où on ne va pas déjà, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de Lyonnais qui aillent ne serait-ce que passer un week-end à Genève. C'est un peu peut-être une question financière, parce qu'avec le franc suisse à 4 francs français, ça aide pas. Mais c'est aussi beaucoup, je crois, une question de mentalité, parce qu'il y a 120 km pour Genève et on ne verra jamais un Lyonnais prendre sa voiture pour aller voir le jet d'eau. Hein. Et vice-versa. Et vice-versa, je crois que c'est pareil. Lyon a-t-elle déjà été une place financière dans l'histoire? Oui, tout à fait. Dès le Moyen Âge, Lyon était une place financière importante. L'éveil de Lyon a commencé sur le plan financier, en matière financière, au XIe siècle. Il y avait à l'origine une importante colonie juive à Lyon qui était suffisamment importante pour déplacer le jour du marché, qui était le samedi, le jour du sabbat, le mettre à un autre jour. C'est dire l'importance donc de cette société sur les autorités consulaires de Lyon. Mais le grand éveil de Lyon, le signe, c'est le XIVe et plutôt le XVe siècle, lorsque les Médicis, qui avaient un comptoir à Genève, ont décidé de fermer ce comptoir et de le transférer sur Lyon. Je crois que là, il y a le signe d'une prééminence de Lyon en Europe. Lyon a été une grande place financière à la faveur des guerres d'Italie aussi. Le roi avait besoin d'une base arrière, et Lyon a servi de cette base arrière pour les guerres d'Italie. François Ier a résidé à Lyon, à une époque où c'est vrai, d'ailleurs le roi résidait un peu partout, il n'y avait pas de capitale. La notion de capitale d'un État moderne ne commence véritablement qu'au XVIIe siècle. Donc Lyon pouvait être de façon occasionnelle une capitale. Le grand développement de Lyon date de ses foires, et également au XVIe siècle, on peut dire qu'il y a eu l'apogée de Lyon est évidente. Un grand historien de Lyon a montré, en dépouillant tous les papiers privés, que la place financière de Lyon travaillait avec Constantinople, Séville et Londres. Voilà le rayon d'action de Lyon. Et nous avons la preuve que Lyon donnait le change, le prix des monnaies étrangères. Venaient à Lyon les marchands banquiers italiens de Florence, de Sienne, les marchands allemands, et qui changeaient leur monnaie. Le quartier Saint-Jean de Lyon, ce qu'on appelle le Vieux Lyon, était le centre des affaires à Lyon, la place du change. Et donc Lyon était une grande place financière. La banque a été apportée au Royaume de France, selon les techniques italiennes, par Lyon. C'est Lyon qui a donné au Royaume la technique de la lettre de change, qui est une technique italienne. Jusqu'au XVIe siècle, Lyon a été une capitale financière de l'Europe. Lyon était la grande bourse qui fixait le prix de la soie. Notez que
cette soie grège était quand même payée en livres sterling. Et si Lyon fixait le prix, la soie venait de Chine, et donc la livre sterling était la monnaie. Il y avait des relations assez étroites qui ne passaient pas par Paris à cause de la soie, directe entre Lyon et Londres. C'était peut-être une des rares relations internationales à partir de Lyon qui ne passaient pas par Paris. Donc nos marchands négociants de soie ont été certainement à l'origine de la place tertiaire lyonnaise. La soie étant un produit particulièrement cher, il fallait l'assurer. Parce que vous savez que le principe de la soie est le suivant. On achetait la soie grège qui venait de Chine notamment, et puis on donnait à travailler cette matière dans des ateliers qui étaient dans les campagnes lyonnaises, répartis dans les campagnes lyonnaises où la main-d'œuvre était à bon marché. Le tissage en particulier, mais aussi tous les apprêts, toutes les opérations d'après, étaient faites en lyonnais, en Dauphiné, jusque, disons, en Cévennes également, le long de la vallée du Rhône. Et Lyon donnait le travail, donnait les ordres et faisait circuler la marchandise entre ces différents ateliers. Et ces marchandises fort chères pouvaient se perdre ou pouvaient être volées. Il fallait donc l'assurer. Alors Lyon a acquis la technique d'assurance qui venait soit des Britanniques, soit des Suisses, et en particulier des Britanniques. Et donc Lyon avait a accueilli le siège de très grandes compagnies d'assurance britanniques. Et puis, comme Lyon était en matière de soie à sa façon une place internationale, ces soyeux engageaient des fonds importants auprès d'entreprises qu'ils devaient connaître, dont ils devaient connaître la solvabilité. Quand ils revendaient leurs tissus au cours du monde entier, puisque nous vendions les brocarts de soie à toutes les cours d'Europe et du monde entier, y compris chez le tsar. Donc il fallait évidemment s'assurer que cette marchandise allait être bien payée. Alors, voilà une activité tertiaire qui s'est développée à Lyon à partir de la soie, c'est le contentieux. Le contentieux, c'est aussi le renseignement commercial. Et à Lyon, s'est créée une société qui a été pendant longtemps une des principales en Europe, qui est la Société commerciale de renseignement litigieux, SCRL, qui a son siège à Lyon, qui emploie aujourd'hui 600 personnes, qui a été fondée au milieu du 19e siècle, à peu près en même temps que le Crédit Lyonnais. La banque, l'assurance, le contentieux, l'assurance du transport des balles de soie, le contentieux, voilà, toutes ces activités sont intimement liées. Et on fait à Lyon, au milieu du 19e siècle, de Lyon une grande place tertiaire, incontestablement. Les grandes banques ont été centralisées, mais il est resté quand même cette période de 1880 jusqu'en 1913, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Lyon est resté une très grande place financière. En témoigne l'installation à Lyon des banques anglaises. Par exemple, la Westminster Bank, la NatWest, qui est une des grandes banques mondiales actuelles, a installé une succursale à Lyon vers 1910. La Barclays, autre grande banque britannique, s'est installée à peu près à la même époque. Et nous avons à Lyon, dans le même temps, en 1904, s'installe à Lyon une banque qui s'appelle la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Et cette banque, son réseau était constitué de la façon suivante. Le siège était à Londres, le siège bis à Hong Kong. Elle était évidemment, elle avait été placée en Chine continentale, à Shanghai. Et les autres agences, il y avait San Francisco, Hambourg, Lyon. Voilà le réseau mondial. Les Anglais reconnaissaient donc Lyon comme place importante. La Hong Kong, en fait, servait le milieu des soyeux lyonnais. Ça en est un exemple. Les sociétés d'assurance suisses étaient présentes à Lyon et se sont installées en 1880-1913, sont venues investir à Lyon. Les Suisses avaient confiance dans le franc, qui était à l'époque stable, qui était gagé sur l'or.
Et donc, avant cette période d'inflation, les Suisses venaient volontiers s'installer chez leurs voisines. Donc là, il y avait une période de prospérité. Et que reste-t-il de tout cela? Alors là, on peut dire que la grande centralisation économique, j'ai parlé de la centralisation politique, c'est Louis XIV, le grand coupable. La grande centralisation économique, le coupable, c'est le XXe siècle. La grande crise économique, celle de 29, qui en France n'a été importante qu'à partir de 1932. Nous n'avons ressenti la crise qu'avec un certain décalage. Mais il y a eu des faillites importantes. Nos grandes affaires provinciales ont été anémiées, affaiblies. Et la contraction de l'économie, la crise, se traduit toujours par la centralisation. C'est en période de prospérité que l'on peut répartir nos richesses et donc penser à la décentralisation. Ça, je crois qu'il y a une idée qui, pour comprendre la France, me paraît essentielle. Je ne crois pas que nous soyons une grande puissance capitaliste. Quand nous nous comparons aux Britanniques, qui sont qui sont les fondateurs de l'école même du capitalisme, quand nous nous comparons aux Allemands, nous sommes une petite puissance industrielle et économique. Et inversement, nous sommes un pays très centralisé, où le poids du politique est extrêmement important. Je dirais qu'en termes de chiffre d'affaires, nous réalisons beaucoup plus de chiffre d'affaires, je dirais peut-être 98% de notre chiffre d'affaires avec des clients qui n'habitent pas à Lyon. Mais ce sont les hasards du commerce. Peut-être que certains de mes confrères qui sont dans le nord de l'Europe travaillent avec des clients lyonnais sur les secteurs qui les occupent. Donc la détermination d'un client ne se fait pas par la géographie de l'endroit dans lequel on réside, mais plus par le secteur d'activité que vous avez choisi, que vous exploitez, qui vous amène à avoir des contacts aussi bien avec un client suisse, néerlandais, allemand ou belge, plutôt qu'avec un lyonnais pur. En France actuellement et en Europe, évidemment, il y a une grosse évolution qui se prépare, puisque théoriquement en 1992-93, nous sommes pratiquement considérés comme européens par ouverture de frontières, puisque hier soir, justement, a été signée au Luxembourg la convention entre le Benelux, l'Allemagne et la France, disant qu'à partir de 92, il n'y a plus de contrôle frontalier. C'est terminé. Donc on se déplacera librement d'un pays à l'autre sans contrôle frontalier. Donc c'est encore un pas de plus vers l'ouverture européenne, mais en ce qui nous concerne, nous, transporteurs, je dirais que ça fait déjà 25 ou 30 ans qu'on ne fait plus tellement attention à cela, dans la mesure où, ayant déjà une activité de transport avec les ports du Nord qui sont Anvers, Rotterdam ou Fos au sud, etc., tout ce qui navigue entre ces deux extrémités, à l'extrême, nous livrons l'Allemagne, nous avons fait des transports de Pologne déjà également, tout ce qui navigue à l'intérieur de l'Europe, dans les voies d'eau existantes que vous pourrez repérer donc sur une carte que je vous laisserai, nous traitons déjà indifféremment, je dirais, avec des transporteurs fluviaux français, allemands, néerlandais, belges, suisses, etc. Et en fin de compte, les mesures administratives qui vont venir à terme à partir de 92 ou 13 pour officialiser tout ça ne feront que justifier en fait ce que l'on a déjà pratiqué depuis très longtemps. Ça sera plus difficile dans d'autres secteurs, puisque notamment dans le problème du transport ferroviaire ou dans le transport routier, pour l'instant, il y a encore, mais c'est en train de tomber, mais encore un certain protectionnisme national, en ce sens qu'un transport national doit être exécuté par un camion ou un wagon de type national. Mais tout ceci va tomber. Ça tombera beaucoup plus facilement d'ailleurs dans les problèmes de transport routier, puisque les camions, enfin les entreprises de camionnage sont très très mobiles. On peut se retourner d'une politique à une autre très facilement. Ça sera beaucoup plus difficile pour le ferroviaire, dans la mesure où ça suppose, à terme,
pratiquement la gestion commune de l'ensemble des wagons. Et ça, c'est avant d'harmoniser les 5 ou 6 ou 10 ou 12 flottes européennes de wagons, on n'en est pas encore là. Dont l'Espagne également, qui n'a pas le même écartement de voies que la France et que le reste des pays. Si vous pouvez distinguer donc tout ce qui est en bleu foncé, comme ici, c'est tous les canaux qui sont à gabarit européen. Donc, quand on repart vers l'Allemagne, c'est-à-dire vers la Suisse aussi, la Suisse se trouvant ici, la République fédérale d'Allemagne se trouvant ici, on a une connexion avec le Rhin. Le Rhin, qui est donc l'artère la plus fréquentée, je pense, en termes de navigation intérieure au monde, descend par la frontière, je veux dire, enfin sert de frontière entre la France et l'Allemagne pendant un certain nombre, disons 150 km environ, et descend ensuite après l'Allemagne pour pénétrer en Hollande et se jeter dans la mer, au niveau de Rotterdam. Les affluents du Rhin en Allemagne sont le Neckar, qui s'en va jusque Stuttgart, et le Main qui remonte ici. Le Main s'en va vers l'Autriche. Cette partie ici terminale, et après on chute évidemment sur l'autre versant, cette partie terminale est en cours d'aménagement, sera terminée totalement, je pense, d'ici un an et demi, pour 92, et permettra de rejoindre le Danube, qui lui descend ensuite par tous les pays de l'Est, c'est-à-dire Autriche, enfin pas Autriche, Autriche n'est pas considérée comme pays de l'Est, mais au-delà de l'Autriche, jusqu'à la Roumanie, pour rejoindre donc par Constanza la mer Noire. Le Rhin a encore un affluent qui est la Moselle, qui vient de France, et qui, de la région de Nancy, est également au gabarit européen, avec une branche qui s'en va sur la Sarre. La Seine, qui coule donc depuis le centre de la France jusqu'au Havre, tous ces secteurs ici, rejoint donc les canaux de la Belgique ou les rivières de Belgique par une rivière qui s'appelle l'Oise et qui remonte vers le nord via Lille. Dans tout, la Belgique est exactement, ici, tout ce secteur-là. Là, ce sont les Pays-Bas. Et on imagine tout de suite, évidemment, que le réseau est tout à fait différent vis-à-vis de la surface du pays. Alors, paradoxalement, la France a le plus long réseau en kilomètres européen, mais c'est celle qui s'en sert le moins. Il est également possible, via l'Allemagne de l'Ouest, donc maintenant que l'ouverture, la réunification entre Est et Ouest est faite et consommée, il est tout à fait possible de rejoindre aussi Berlin, qui se trouve un peu plus loin ici, puisque nous sommes ici à Brandebourg. L'ancienne frontière était ici, en pointillé, là. C'est l'ancienne frontière Allemagne de l'Est. Et on rejoint donc Halle, Magdebourg, Brandebourg, Berlin. Et au-delà de Berlin, il y a des connexions fluviales avec la Pologne, qui, elles, ne sont pas encore facilement praticables, puisque les gabarits de bateaux et d'ouvrages d'art, ponts, écluses, etc., sont totalement différents de ce que nous avons ici. Et ce n'est peut-être pas un hasard si Lyon a choisi comme partenaire en Allemagne fédérale la ville de Francfort, dont les activités lui ressemblent. Ça n'est pas un hasard du tout, non. Je dois vous dire qu'en matière de relations internationales, la ville de Lyon est jumelée avec la ville de Francfort depuis 30 ans. Nous fêtons donc cette année le 30e anniversaire du jumelage entre nos deux villes. J'étais d'ailleurs à Francfort il n'y a pas très longtemps avec les représentants de la Bourse de Lyon et j'ai assisté à une séance de la Bourse de Francfort. Évidemment, c'est sans commune mesure parce que la place financière de Francfort est absolument énorme et gigantesque, mais il y a ce rapprochement entre nos deux bourses et donc c'est important. Ceci dit, on a d'autres points communs. Au niveau de l'industrie chimique, il y a une industrie chimique importante, notamment pharmaceutique avec Hoechst à Francfort, et puis à Lyon, des industries pharmaceutiques importantes avec des laboratoires tout à fait connus. Bon, je pense à Mérieux, que tout le monde connaît internationalement. Je pense à Boiron, qui est d'ailleurs mon collègue au conseil municipal.
et qui fait des médicaments homéopathiques. Je pense à d'autres comme l'IFA qui fait des produits pharmaceutiques. Enfin, il y a une industrie pharmaceutique importante à Lyon et puis une industrie chimique importante. Rhône-Poulenc, le berceau de Rhône-Poulenc, c'est Lyon. D'ailleurs, Lyon est aussi le berceau du cinéma, qui a un rapport avec la chimie. Mais bien sûr, vous savez qu'il existe à Lyon une maison qui s'appelle le musée Lumière, où l'on célèbre le premier film qui a... Et d'ailleurs, il y a une rue du premier film à Lyon, où l'on célèbre le premier film qui a été tourné à la sortie des usines Lumière. Et nous avons là un musée important de l'histoire du cinéma. Je crois que sur le plan culturel, c'est un lieu tout à fait exceptionnel et intéressant qui donne bien aussi un caractère international à Lyon. Et au niveau européen, à quelle ville Lyon peut-elle se comparer? Ah, alors ça c'est très compliqué. Roger Brunet du groupe Reclus vient de sortir un document qui s'appelle Villes européennes, où il nous classe 20e ville européenne. Bon. Alors 20e ville européenne, ça dépend tout à fait des critères que l'on choisit. Est-ce que c'est le critère universitaire? Est-ce que c'est le critère des représentations internationales? Est-ce que c'est le critère des grands sièges de décision? Ce qui est vrai, c'est que nous avons certainement un écart aujourd'hui entre la première ville et la deuxième ville française qui est beaucoup plus significatif qu'entre la première et la deuxième ville italienne, qu'entre la première et la deuxième ville espagnole, puisqu'entre Madrid et Barcelone, il n'y a pas vraiment de différence sensible, il y a un pouvoir politique d'un côté, mais un pouvoir économique de l'autre, et les villes ont à peu près la même taille, alors que nous, on a un rapport de 1 à 7. Et je crois que c'est un des gros problèmes de la France, et de Lyon en particulier, c'est que nous avons une tradition de centralisme multimillénaire, qui fait que on a beaucoup de mal à apparaître dans un certain nombre de domaines. C'est vrai en particulier dans le domaine des sièges sociaux. La France a connu dans les années 50-60 une période d'industrialisation forte qui s'est traduite par une période de concentration très importante des entreprises, concentration des entreprises du point de vue économique, mais qui a eu une traduction spatiale, je dirais, obligatoire, inéluctable, que nous n'avons pas pu arrêter, qui a été la concentration spatiale sur la région parisienne. Alors, une de nos faiblesses, par contre, c'est le fret pour l'instant. Le fret aérien, l'organisation du fret aérien en France est quasiment totalement concentrée sur la région parisienne, et on a donc là à jouer notre rôle en attirant ce que qu'on appelle, mais c'est vrai que c'est un terme américain plus qu'un terme français, ce qu'on appelle les grands intégrateurs, c'est-à-dire Federal Express, TNT, tous ceux qui sont capables de faire du colis à la journée de moins de 30 kilos et qui pourront desservir l'Europe entière à partir de Lyon. Oui, parce que la France n'est pas très bien placée, c'est Francfort, le grand aéroport de l'Europe. Oui. Donc Lyon peut jouer un rôle en France. Il y a Francfort, il y a Londres, Amsterdam, il y a Amsterdam, il y a Schiphol, et on n'est pas les mieux placés, c'est vrai aujourd'hui. Oui. Mais là encore, on va croire que je suis un ignoble décentralisateur et que j'en veux vraiment à la région parisienne, mais là encore, un de nos problèmes, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que la compagnie nationale a une stratégie de concentration de l'ensemble de ses vols sur la région parisienne, que ce soit sur Orly ou sur Roissy. Et tout notre problème, c'est d'essayer de déclencher une décision différente. Tant que nous n'avions pas de vol Lyon-New York, on disait il n'y a pas plus de 20 passagers par jour sur Lyon-New York. American Airlines a montré qu'il y avait plus de 100 passagers par jour sur Lyon-New York. Oui, on a peut-être parlé, j'ai peut-être un peu parlé trop de la France et des problèmes franco-français, de l'opposition entre Paris et Lyon. Je crois qu'il faut voir effectivement, et revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, quels sont les concurrents de Lyon, dans quel champ concurrentiel se situe Lyon au niveau européen. Je crois que c'est très important parce qu'il est vrai que l'organisation des autres pays est tout à fait différente et qu'elle nous pose donc problème, puisque dans les autres pays, les villes jouent des fonctions nationales beaucoup plus affirmées qu'en France. Si on prend la structure allemande avec
Francfort, Munich, Stuttgart, Düsseldorf, Hambourg, bon, j'en oublie. On a une structure très diversifiée, avec des implantations nationales. Le grand musée scientifique est à Munich, la télévision est à Munich, mais la banque est d'abord à Francfort. Stuttgart est une puissance industrielle avec des sièges sociaux très importants qui y sont restés. Donc on a une diversité. Pareil en Italie, où il y a de la même manière une répartition des fonctions, avec là un pôle dominant qui n'est pas la capitale Rome, mais qui est Milan, qui dispose des fonctions économiques. Et donc notre problème aujourd'hui, c'est plus uniquement de nous voir par rapport à Paris, mais de voir comment on se situe au niveau de l'Europe et quels sont nos compétiteurs. Alors il me semble qu'il faut être clair là-dessus, c'est que on ne peut pas jouer dans la même catégorie que Londres, Paris, probablement Francfort, Milan, Madrid. Bon, j'ai une question sur Barcelone, je ne sais pas très bien encore. On est en train de travailler, je ne sais pas si on est tout à fait dans la même catégorie. Barcelone a 3 500 000 habitants, nous en avons 1,5 million. Il y a des fonctions un peu différentes qui sont développées, il y a un pouvoir économique beaucoup plus fort, mais il nous faut bien identifier les villes avec lesquelles nous pouvons ou passer des accords, ou avec lesquelles nous sommes en concurrence. Je pense qu'avec Turin, nous avons là une ouverture pour une stratégie d'alliance avec une ville comme Turin, qui a à peu près le même poids que Lyon, qui a une puissance économique un peu plus forte, parce qu'il y a le poids de la famille Agnelli et de Fiat, dans tous ses aspects, pas seulement l'automobile, mais l'aviation. Mais il y a des points de raccordement possibles. Il y a un accord certainement tout à fait objectif sur la réalisation d'un TGV, ça c'est très clair. Mais il peut y avoir des accords certainement dans le domaine économique, dans le domaine de la recherche, et c'est un thème sur lequel nous travaillons à l'heure actuelle. Accord possible aussi avec Genève, qui est totalement différent, qui n'a que 300 000 habitants, mais qui a les grandes organisations internationales, mais qui est dans un site très bloqué, n'ayant plus de capacité d'expansion, pas de possibilité foncière, un aéroport que les Français se gardent bien de laisser développer en laissant les arbres pousser juste aux limites. Bon, on trouve ça pas mal pour ça, là, faut dire. Bon, mais il y a des possibilités d'association, certainement, avec Genève. Et puis, nous avons à regarder comment on peut travailler mieux avec Birmingham. On a beaucoup travaillé sur le thème des parcs scientifiques et des pépinières. Il y a une opération intéressante à Birmingham qui s'appelle l'Aston Science Park. Bon, on a regardé comment ils avaient monté leurs pépinières. On a monté des pépinières un peu du même type. Pépinière, excusez-moi, oui. Pépinière, la traduction anglaise, la traduction américaine, c'est incubator, et la traduction anglaise, c'est innovation center. Business and Innovation Center. Voilà. Et en France, on traduit ça par pépinière d'entreprise innovante. Bien. Bon, on a tiré là des enseignements ou vu comment on pouvait travailler avec eux. Alors la compétition, après, elle est difficile parce que pour l'analyser, la concurrence, il faut quasiment l'analyser secteur par secteur. Et se dire, dans un dossier donné, avec qui avons-nous été concurrents? Est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a perdu? Se dire, parce que c'est pas la concurrence telle qu'on la voit nous, ça n'a aucune importance telle qu'on la voit. C'est vis-à-vis c'est le chef d'entreprise. Comment perçoit-il Lyon et dans quelle catégorie place-t-il Lyon? Est-ce qu'il nous place dans la même catégorie que Milan? Est-ce qu'il nous envisage comme une possibilité d'implantation, comme une alternative à Milan ou pas? Moi, je ne pense pas qu'il ne nous place jamais comme une alternative à Milan. Par contre, il peut nous placer comme une alternative à Turin, et puis il nous place certainement comme une alternative à Marseille, à Montpellier, à Toulouse, pourquoi pas à Barcelone. On a été en compétition pour une société américaine qui voulait réaliser une implantation industrielle. On a été en compétition avec Barcelone, avec Montpellier et avec Glasgow. C'est Glasgow qui a gagné. De toute façon, il y en a toujours un qui gagne, mais qu'un seul. Bon. Et puis, il y a des cas où on s'est mieux placé. Avec Hewlett-Packard, on a réussi à attirer Hewlett-Packard, une unité de production, un centre de formation européen, et maintenant un centre de logistique européen. Bon, là, on s'est bien placé. Alors que les Anglais avaient aussi des sites pour offrir des possibilités à Hewlett-Packard. Donc, mais le champ de la concurrence, c'est encore un thème d'ailleurs où il y a beaucoup de recherches à faire, parce qu'au fond, on est dans un marché qui est un marché très éclaté. Il y a 165 villes de plus de 200 000 habitants en Europe. Bon, les 165 n'ont pas les mêmes caractéristiques, c'est clair, mais il y a 165 villes,
Sur les 165, il y en a 110 qui ont des universités, il y en a certainement 150 qui ont des centres de recherche. Donc, par rapport aux critères de l'entreprise, le critère de l'entreprise, c'est d'abord son marché, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Donc, par rapport à ces critères, l'accessibilité qui est très très importante, parfois aussi les aides, on dit toujours qu'il y a les aides qui comptent. Combien on met sur la table pour attirer l'entreprise? Est-ce que c'est 40 ou 60 millions? Bon, mais ça compte, c'est vrai. Mais on ne le dit pas en premier quand même. En premier, on dit que c'est la main-d'œuvre qui compte et la recherche. Bon, par rapport à tout ça, sur les 165 villes, il y en a beaucoup qui répondent à ces critères-là. Donc la compétition est vigoureuse. Moi, je suis effaré, je travaille sur les parcs scientifiques. On rencontre des élus qui disent « Ah ben voilà, j'ai mon parc scientifique, dans 2 ans, je vais avoir des emplois ». Ils n'ont pas vu les grands parcs scientifiques, les grands développements technologiques américains, que ce soit Boston et la route 128, ou que ce soit la Silicon Valley, que ce soit la ZIRST de la zone d'innovation et de recherche scientifique et technique de Grenoble. Il a fallu 20 ans à Grenoble pour remplir 70 hectares. Il a fallu 40 ans à la Silicon Valley pour qu'on en parle. Il a fallu une bonne trentaine d'années à la route 128 avec le MIT pour qu'on parle de la route 128 et de ses effets. Donc, ces phénomènes urbains, ces phénomènes d'image, ils se jouent sur une très longue période. Et c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'image de Lyon. Un autre point important, et j'y reviens toujours en poursuivant l'idée d'international, un des problèmes essentiels de Lyon en termes d'urbanisme, et c'est probablement lié à la culture lyonnaise et à cette réputation qu'on lui donne de ville fermée, mais qui est très lié au site même. Il y a à voir que Lyon s'est développé à partir de la Saône, donc, et que Lyon était très vite bloqué sur la Saône, puis après bloqué sur le Rhône. Le royaume était du côté Saône, puis de l'autre côté c'était l'Empire, et entre les deux c'était une frontière. Donc on ne sautait pas le Rhône, il n'y avait qu'un pont pour aller. Bon. Lyon était bloqué, donc on a fait des espaces qui sont des espaces très fermés. On a eu peu de perspectives. Et un des problèmes de Lyon actuel, c'est d'arriver à se créer des signes urbains. C'est-à-dire de signifier par des opérations ses ambitions. Alors, je pense à l'ambition internationale. L'ambition internationale, on va la traduire par un site qui s'appelle la Cité internationale, dans lequel on va regrouper un certain nombre de fonctions, en particulier les fonctions de centre de congrès, un certain nombre de fonctions de communication, d'échange, des bureaux, des logements. Bon. Et ce site sur 220 000 m², ce qui fait une belle opération. Et en plus, alors il y a une petite bataille d'ailleurs là-dessus, on va la traduire aussi par un signe urbain, c'est-à-dire par une tour faite par un très grand architecte européen, génois, italien, génois, qui est Renzo Piano, qui a fait Beaubourg, qui a fait des grandes opérations en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et qui va aménager, construire ces 220 000 m², et qui va donc créer une nouvelle architecture et un nouvel urbanisme, signifiant la vocation internationale de Lyon. De la même manière, quand je travaille sur le plan d'action Technopole, le plan d'action Technopole, c'est d'abord la mise en relation de personnes. Mais il faut l'illustrer aussi par ce qu'on appelle un parc scientifique. C'est-à-dire le regroupement dans un secteur à côté d'une grande école, et c'est ce qui a été fait à côté de l'école normale supérieure, d'un certain nombre d'entreprises. Et ça, c'est aussi un signe. Et il faut arriver à le traduire en signe. C'est-à-dire à faire en sorte qu'on ait une architecture et surtout un urbanisme qui soit un urbanisme ouvert. Et là, on a beaucoup à apprendre et à lutter. À apprendre de ce que font les autres dans d'autres pays. Et Dieu sait s'il nous faut emmener tous les responsables lyonnais voir ce qui se fait ailleurs. L'ouverture est indispensable pour une ville internationale. Et on a beaucoup aussi à lutter parce que c'est vrai qu'on a une culture souvent urbaine qui est une culture urbaine fermée. Et il nous faut ouvrir, donner des perspectives nouvelles au site de Lyon. Que pensez-vous de ce que certaines personnes disent? On dit que Lyon a été bâti sans architecte. Sous-entendu, les architectes lyonnais n'ont jamais fait preuve d'imagination. Alors, vous me permettez, toutes les villes ont été bâties sans architecte. C'est d'ailleurs le mérite des villages et la qualité des villages, c'est qu'ils n'avaient pas d'architecte, mais que la culture était telle
on faisait l'architecture. Et qu'à l'arrivée, ça donnait un ensemble tout à fait homogène. Alors quand je dis toutes les villes, c'est pas vrai, parce qu'à partir du 14e, du 15e, il y a eu effectivement de l'intervention forte d'architectes, notamment dans les villes italiennes. C'est assez vrai que Lyon n'a pas connu de très grands architectes, ou assez peu. Il y a eu un architecte au XVIIe, celui qui a fait l'Hôtel-Dieu et puis la place du Change. Et puis il y a eu cet architecte du XXe qui s'appelle Denis Garnier, qui a fait quelques très beaux bâtiments industriels qu'on est en train de réhabiliter, d'ailleurs pour en faire maintenant, en particulier la halle Denis Garnier, un espace, pour l'instant un espace de loisirs et de spectacle, mais très probablement un espace de culture scientifique à moyen terme, si nous gagnons là encore notre combat avec l'État, qui est de faire en sorte que des équipements nationaux se localisent à Lyon. Mais ça, c'est un autre débat. Bon. On a eu, à mon sens, ce grand architecte au début du XXe. Il est vrai que depuis, je pense qu'on a un urbaniste qui a été un urbaniste de qualité, même s'il a été parfois très vigoureusement attaqué, mais on est bien reconnu qu'à l'extérieur, et chacun sait qu'il donne des cours MIT, et qu'il est quand même aujourd'hui reconnu comme un bon urbaniste international, qui est Charles Delphand. Mais on n'a pas eu de grands architectes, au point qu'il y a eu, dans la dernière période, une stratégie d'attraction d'architectes internationaux à Lyon, pour qu'il y ait des échanges. Alors à cela, les architectes lyonnais disaient qu'ils étaient aussi internationaux, ce qui n'était pas tout à fait faux. Il y en a qui travaillent effectivement à l'étranger, mais pour qu'il y ait des échanges de culture, des échanges d'expérience. L'exemple le plus fameux, c'est celui que je viens de donner, qui est l'exemple de Renzo Piano. Mais l'opéra est fait par Nouvel, qui est un architecte parisien, qui vient de faire la maison du Moyen-Orient à Paris. Excusez-moi, on m'échappe. La maison de l'Orient, disons la maison de l'Orient, je n'ai plus le terme exact, qui a été inaugurée il y a 2 ans. Bon, c'est un très très bon architecte, mais les architectes lyonnais, on ne peut pas en citer beaucoup, c'est clair. Il y a 7 ans de cela, il y a eu un déclic, si vous voulez. Nous étions à Paris et je faisais des études d'anglais dans la banlieue parisienne. J'avais besoin de livres d'anglais, donc en anglais, et j'ai découvert les librairies anglaises à Paris. Comme nous étions d'origine lyonnaise, nous avons pensé j'ai eu l'idée que bon, peut-être ce serait une bonne idée pour Lyon. Afin que les étudiants trouvent tout ce dont ils ont besoin en texte anglais. Parce que vous lisiez en anglais couramment Oui, je lis couramment en anglais. Oui, disons que pour les études, j'avais besoin de pas mal de livres. Et puis d'autre part, pour mes loisirs, j'aimais bien lire en anglais. Vous étiez un peu porté sur le monde anglophone, peut-être? Vous avez voyagé? Relativement peu, je suis surtout allée en Angleterre. Et puis j'ai fait découvrir à mon mari l'anglais, puisque lui n'est pas du tout anglophile. J'étais ni anglophile, ni angliciste. Ni angliciste. Donc, et donc je lui ai donné le goût pour l'anglais en l'emmenant avec moi en Angleterre, en lui faisant découvrir un petit peu l'anglais. Le tourisme est pourtant très développé à Genève. Oui, mais c'est peut-être plus un tourisme mondial, international, qu'un tourisme de proximité comme des Lyonnais. Est-ce qu'il y a aussi des Suisses qui vont faire leurs achats en France? Beaucoup. Toutes les villes frontalières, moi en 15 ans j'ai vu l'évolution. Les supermarchés qui se sont créés tout autour de la frontière et en particulier côté savoyard. Le samedi, il n'y a que des voitures suisses. Mais plus ils achètent, plus ils font des économies avec le franc suisse à 4 francs français. Oui. Et la France ne fait pas peur aux Suisses? Le désordre? Le les désordre, papiers jetés par terre. si, ça, ils craignent surtout les conflits sociaux.
Je crois que dans n'importe quel journal suisse en général et genevois en particulier, il y a bien plusieurs chroniques par an qui expliquent que cette année la France a eu tant de journées de travail perdues pour faute de grève, alors qu'en Suisse, la dernière fois c'était il y a 25 ans et il y avait eu 12 jours dans l'année. Enfin, c'est dérisoire. Et on ne raconte pas d'histoire sur les Français qui sont indisciplinés, qui sont sales, non? Si, mais Genève, dans ce sens-là, ne réagit peut-être pas comme le Suisse moyen, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grande division à la fois linguistique et culturelle en Suisse, entre la Suisse romande qui parle français, qui est francophone, et la Suisse alémanique. Et de ce fait-là, les Genevois se sentent méditerranéens et latins, donc plus proches des Français que de Zurich. Et c'en est un point où quand ils ont une formation professionnelle à faire, ils viennent la faire à Lyon plutôt qu'à Zurich ou à Bâle, qui est de parler germanique et de culture germanophone. Oui, puis il y a la langue de toute façon. Oui, il y a la langue. Il y a la langue, oui. À propos de la langue, est-ce qu'il y a des expressions particulières qu'on emploie à Genève et qu'on n'emploie pas en France? Oh, j'y ai pas assez vécu ces dernières années pour en avoir retenu quelques-unes. Il y en a certainement, oui. Mais l'accent ressemble un peu, l'accent lyonnais et l'accent suisse. Oui, oh, il y a quand même des différences. Ils traînent pas à Lyon, on traîne sur les fins de phrases, les Genevois traînent plutôt en cours de phrases. Il y a quand même des différences. Ah oui. On identifie facilement un Genevois ou un Suisse qui parle. Alors évidemment, une question qui est très française. Arrive-t-il qu'on prenne en France les Genevois pour des Français? Puisque beaucoup de Français croient que Genève est en France. Beaucoup de Français croient surtout que Genève est la capitale de la Suisse. Et ça, c'est bon. Il suffit de faire un sondage en interrogeant des gens de tous âges dans la rue, on a immanquablement la réponse que la capitale de la Suisse, c'est Genève. Alors à partir de là, je ne sais pas, l'accent est quand même les fait repérer assez facilement comme des noms français. Oui, mais à Lyon, mais en dehors. En dehors En Bretagne ou à Marseille, on ne sait pas reconnaître les Lyonnais des Suisses. Je sais pas. Moi, on m'a souvent pris pour un Suisse. Ah bon? À l'accent? Non, non. Y a-t-il beaucoup de Genevois qui peuvent se payer la tour de loge? En divisant le prix des chambres par 4, ça doit quand même être abordable. Alors, ça, c'est quelque chose qui est vraiment ne jamais perdre de vue. Hein. Oui, bien sûr, oui. Oui, mais enfin, le coût de la vie et les salaires sont dans quelle relation en Suisse, à Genève? Ça évolue très vite parce que quand Pierre Wellhauser, là, qui est conseiller cantonal à Genève, était venu à Lyon, il avait expliqué que ces quelques dernières années, l'augmentation le coût de la vie avait augmenté de 45% à Genève. Mais alors il y avait un frémissement dans la salle, c'était colossal, mais il avait expliqué qu'en même temps, les revenus avaient augmenté de 94%, ce qui laissait une belle marge et ce qui laisse supposer qu'effectivement les Genevois ont les moyens. Ce qui n'empêche qu'à Genève, il y a des restos du cœur, comme en France, parce qu'il y a aussi des pauvres. Et qu'être pauvre à Genève, ça doit vraiment être ce qui se fait de pire, enfin. Comment fait-on pour être pauvre à Genève? Comment fait-on pour être riche alors? Comment fait-on pour être riche? On travaille déjà. Je pense que le niveau des salaires est bien supérieur à celui qui peut être en France et aussi sans doute supérieur à celui qui peut être dans d'autres régions de Suisse. Et puis bon, ce sont quand même des emplois de très haut niveau. Genève n'est pas du tout, enfin pas du tout, ça serait exagéré, mais peu une ville industrielle. C'est surtout une ville tertiaire, une ville de fonction internationale avec des niveaux de salaire qui sont afférents à ce genre d'emploi. Hein. Et y a-t-il une bourse à Genève? Bien sûr. Comparée à Lyon, comment est-elle? Infiniment supérieure. Il y a un rapport de 1 à 25 au niveau si on prend comme indice les transactions boursières entre Genève et Lyon. C'est-à-dire qu'il y a 1000 milliards de transactions boursières effectuées à Genève en 1988 et 40 milliards à Lyon, donc rapport de 1 à 25. Genève, c'était aussi la ville de la taille des pierres, des diamants, des bijoux. Oui, ça reste encore, ça a un peu disparu parce que c'est une activité qui a été en crise, mais ça reste, et ça reste ne serait-ce qu'à cause de l'horlogerie. Rolex reste implanté à Genève et bon, les montres sont quand même mondialement connues. Mais y a-t-il des rapports avec la France? Par exemple, les pierres précieuses viennent-elles de Saint-Claude? Y a-t-il des Français qui travaillent pour l'horlogerie? Ça, je l'ignore. Je pense que ça vient beaucoup d'Afrique du Sud. C'est peut-être d'ailleurs pas un hasard quand on regarde les représentations consulaires à Genève et à Lyon. Si on dresse deux planisphères à la comparer, c'est assez fascinant. Parce que Genève a une dimension internationale que n'a pas Lyon. Et Genève a par exemple des représentations de pays comme l'Afrique du Sud
ou des pays asiatiques qui sont susceptibles d'envoyer des pierres. Et je pense que la représentation de ces pays à Genève et pas à Lyon tient en grande partie à ça. Mais l'origine exacte des pierres, je ne la connais pas. Dans cette espèce d'hostilité qui existe entre Lyon et Genève, y a-t-il des caractères religieux? Il y a eu, je ne sais pas si c'est toujours vrai, il y a eu à plusieurs reprises, beaucoup de huguenots ont quitté Lyon pour aller s'installer à Genève, et ce sont d'ailleurs eux qui ont développé la banque. Ils n'ont pas été à l'origine de la banque, mais ils l'ont largement développée. Ils ont développé toute une série d'activités. Et quand, à plusieurs reprises, la Savoie a demandé son rattachement à Genève, ce qui a fait, en 1815 en particulier, quand la fin de l'époque napoléonienne, on a supprimé le département du Léman qui existait, qui avait comme capitale Genève, mais qui s'étendait jusqu'à Megève et Chamonix, les Savoyards qui n'avaient pas envie de retourner dans la monarchie de Savoie, chez les Italiens, ont demandé leur attachement à Genève. Genève a longuement hésité parce qu'il y aurait eu un point positif, ça aurait été d'agrandir le territoire. Genève étouffait à l'époque, et c'est encore pire aujourd'hui dans son territoire, qui est très petit. Et puis l'argument contraire qu'il a finalement porté, c'est que Genève protestante n'a pas voulu accueillir ces milliers de paysans catholiques. Et ça a été l'argument déterminant et très catholique en plus. Donc les Savoyards n'ont pas intégré la Suisse. Alors, dire que ça joue encore, je ne sais pas. Et à propos des frontaliers, les frontaliers sont-ils bien reçus ou y a-t-il une hostilité à leur égard? C'est un mal nécessaire, parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre à Genève, pas seulement à Genève, mais pour Bâle, avec les Alsaciens, c'est pareil. Il y a un manque chronique de main-d'œuvre en Suisse, il faut regarder une pyramide des âges pour comprendre. Et la Suisse est le pays de toute l'Europe qui accueille le plus d'étrangers. Et Genève, dans ce domaine-là, bat tous les records. Il y a 33% d'étrangers à Genève. Et plus les années passent, plus les vrais Suisses, entre guillemets, diminuent à Genève, et plus les étrangers, entre guillemets aussi, augmentent. Est-ce que ça explique ce mouvement xénophobe qui a eu lieu il y a 1 an, 2 ans, je ne sais plus, avec sans des doute conseillers municipaux? Oui, sans doute en grande partie. J'ai oublié son nom. En grande partie parce qu'il y a quand même une crise d'identité suisse et genevoise, mais Genève, là, pour une fois, est comme la Suisse, c'est rare, qui fait que les Genevois et les Suisses se posent la question de savoir ce qui va advenir d'eux dans les années à venir. Parce qu'ils se sentent cernés par l'Europe, surtout si l'Autriche rallie l'Europe, ce qui arrivera vraisemblablement dans les 5 ans à venir. Donc il y a cet aspect-là, il y a le fait qu'avec un nombre croissant d'étrangers de toute nationalité, il y a vraiment une crise d'identité qui leur fait se poser des questions, ce qui explique à la fois qu'ils refusent d'accorder leur nationalité, sauf par mariage, et encore c'est très compliqué, et qu'ils sont très réticents avec effectivement des mouvements xénophobes plus ou moins importants. Mais alors, je te dis quelque chose d'intéressant, les Genevois et les Suisses. Les Genevois ne sont pas de vrais Suisses? Parce que pour un Lyonnais, Genève, c'est la Suisse. Alors que les Genevois réagissent pas toujours comme des Suisses. Une des dernières votations qu'il y a eu pour savoir si la Suisse devait conserver une armée ou non, toute la Suisse a voté massivement pour la conservation de l'armée. Genève a voté contre. Et à plusieurs reprises, Genève est entrée dans la Confédération helvétique en 1815 seulement. Et avec réticence du côté genevois, comme d'ailleurs du côté suisse. Il y a quand même 2 cantons suisses qui ont voté contre l'entrée de Genève dans la Suisse, au vote de 1815. Oh, les méchants. Et d'ailleurs, il y a des choses intéressantes. Ce sont des cantons germanophones. Oui. Et il y a aux dernières élections municipales à Genève, il y a eu un député de droite, Michel Getschmann, qui a fait campagne sur le thème Genève indépendante. Son idée étant de dissocier le canton genevois du reste de la Suisse pour en faire une principauté style Liechtenstein ou Monaco, qui serait un paradis fiscal et financier. Alors il a eu 3,6% des voix, c'est faible, mais comme il l'a dit lui-même, les écologistes, la première fois qu'ils se sont présentés, n'ont pas fait mieux. Et son rêve, c'est ça. Il a toute une série d'arguments, ne serait-ce que le fait que Genève a 4 km de frontières communes avec la Suisse et 104 avec la France. Et rien que ça... Et c'est vrai que par bien des égards, les Genevois ne réagissent pas comme le reste de la Suisse.